Cette semaine, je vous propose de revivre quelques-uns des meilleurs moments de notre magazine au Sud. Depuis plus d'un an, je parcours l'Occitanie au volant de mon combi en quête de découvertes et de rencontres insolites. Tiens, tiens-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un gambison. Je viens de le piquer sur un cadavre d'anglois. Et chaque semaine, je vous propose de découvrir son patrimoine, mais aussi son artisanat et ses spécialités culinaires. C'est agréable de travailler les produits avec les mains. Alors, un petit coup d'œil dans le rétro, le best-of saison 2 2018, c'est maintenant. Pour débuter cette émission, partons redécouvrir quelques-uns des plus beaux endroits de l'Occitanie secrète. Souvenez-vous d'Isabelle Corbière, une géologue. Elle vit au cœur de l'Ariège à Angaka. Et là-bas, on se croirait dans le Grand Nord. Voilà, on est arrivé. Voilà, c'est le village nordique. Et ici, c'est un village constitué de yourtes et de tipis. Et nous vivons sur place parce que pour accueillir du monde, il faut pas être loin. Voilà, donc c'est toute la saison, nous vivons là, avec les animaux, avec les chevaux, avec les chiens. Dans ce village niché au milieu de la forêt, l'on peut passer la nuit dans les yourtes et les tipis d'Isabelle. Donc lui, il s'appelle comment? Tornade. Donc c'est toi qui vas nous emmener en balade sur le plateau de Baye. On en a de la chance. Oui, bah, tu me fais déjà un câlin avant qu'on y aille. Allez, chou, marchez. C'est très bien. Alors c'est de la luge, hein. La luge améliorée, mais ça reste de la luge. Qu'est-ce que c'est agréable. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont hyper attachants, ces chevaux. Avant, on travaille avec eux au quotidien. Ce sont des compagnons de vie et des partenaires de travail. Je trouve que ces paysages sont incroyables. On n'a vraiment pas l'impression d'être en France. Alors, bienvenue en Laponie ariégeoise. Alors, Voilà, c'est ça. c'est pas qu'une boutade. Oui, et cette forêt de conifères, elle ressemble pour beaucoup à la forêt boréale. C'est la même ambiance qu'on peut retrouver en Scandinavie. Avec Donc, les mêmes caractéristiques. Voilà, le côté plateau, le côté granitique. Alors, ce qui est impressionnant avec cette forêt, c'est qu'elle est très jeune. Elle a seulement 80 ans. Et oui, je vais te montrer un arbre qui raconte cette histoire en fait. C'est un petit sapin. Voilà, c'est un petit sapin. Et Parce qu'en fait, la forêt se régénère toute seule. Voilà, et en fait, on voit que le sapin est en train de pousser sous le pin. Et ce petit sapin, en fait, il a trouvé l'ombre nécessaire pour s'installer. Il n'y aurait pas de forêt de pin au préalable, il ne pourrait pas revenir. En fait, le petit sapin est en train de revenir. Et s'il revient, c'est grâce à la forêt de pin qui s'est installée il y a moins de 80 ans et qui fait que petit à petit, la forêt de sapin va pouvoir se reconstituer. Dans les Hautes-Pyrénées, il est possible de pratiquer un vol en parapente à 1500 mètres d'altitude. Ça y est, on vole. Oh là là, mais c'est génial! Tout près d'un site naturel d'exception, le cirque de Gavarnie. Un peu de bruit, bon, il y a quelques petites turbulences dans la masse d'air, mais regarde, notre voile en tissu, elle vole Attention, très, s'il très vous bien. plaît. Veuillez regagner votre siège. Attachez votre ceinture. Quelques turbulences à prévoir. Voilà. Il faut imaginer que l'air, c'est un fluide qui vient se faufiler entre les montagnes. Donc là, l'air, il a tendance à bouger un petit peu dans tous les sens. On frôle en fait les bords de la montagne. Exactement. Mais le problème, c'est que là, on n'arrive pas à trouver d'ascendance, tu vois, pour le moment. Pour remonter? Ouais, pour remonter. Ah ouais, non, c'est sûr, là, on va pas passer. Ah, on va atterrir. Là, on atterrit. Attends, je fais quoi? Oh, je suis désolé. Mais non, moi j'adore, je vais avoir un deuxième décollage. C'est génial. Si tu te retournes, on a la grande cascade qui commence à apparaître.
Elle est magique cette cascade, je Elle l'avais est- pas vue. Elle est exceptionnelle. Alors écoute, elle fait un peu plus de 420 mètres de chute, mais l'hiver, elle est glacée. Et tout ça, ça nous fait un... Il y a plein de petites cascades et tout ça, ça fait un mur de glace l'hiver, c'est incroyable. Et voilà. On a redécollé. Oh là là, trop bien. Et moi, c'est les décollages que je préfère. Et voilà, et là, regarde, cette fois-ci, on plane vraiment. C'est vrai que ça coupe le souffle. On est vraiment sur un site d'exception, quoi. Avec un panorama unique. Plus à l'est, sur les côtes de l'Hérault, nous plongeons sur un des sentiers sous-marins du Cap d'Agde. Une balade aquatique à la découverte de la faune et de la flore méditerranéenne. Là, tu as une belle touffe de posidonie. Où à l'intérieur, on peut voir, où tu regardes des petits oursins à l'intérieur. Il peut y avoir des coquillages, des étoiles de mer. En fait, la posidonie est protégée. Exactement, elle est protégée en Méditerranée parce qu'elle est en voie de disparition, donc on essaye de la préserver. C'est une source d'oxygène incroyable. Et oui, en effet, c'est exactement comme les plantes, les arbres sur Terre. Ça produit de l'oxygène vu que c'est une plante et en plus ça capte le carbone. Et du coup, c'est aussi grâce à la posidonie qu'on peut admirer plein de poissons ici. Et oui, si tu n'as plus de posidonie, malheureusement, tu auras moins de poissons. Regarde. Je te le donne si tu veux. Ah, je peux vas-y. prendre? Oui. Ah, c'est très bon en fait. Et oui. Alors, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Un concombre de mer. Ouais, exactement. Concombre de mer ou holothurie, qui est de la même famille que l'oursin que j'ai dans la main. Mais comme tu le vois, elle est bien plus molle. Ouais, le concombre de mer, il est plutôt détendu. Hein. En parcourant notre belle région, j'ai pu apprécier la richesse et la diversité du patrimoine occitan. Comme par exemple l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, située dans l'Hérault, tout près du cirque du bout du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce village porte le nom de Saint-Guilhem-le-Désert en référence au cousin germain de Charlemagne. Oui, un certain Guillaume, soldat devenu moine, qui à la fin de sa vie se retire du monde pour se consacrer à Dieu et il va choisir cette vallée. Et là, on va grimper un petit peu et tu vas pouvoir voir le cirque du bout du monde. Waouh, quelle vue! C'est beau, hein? Et on raconte qu'à son arrivée, Guillaume aurait caché l'épée de Charlemagne dans ce canyon. Oui, cette épée s'appelait Joyeuse et effectivement, certaines légendes racontent qu'il serait allé l'enterrer quelque part ici dans ces montagnes. Et moi, enfant, eh bien, j'ai passé bien des mercredis, des samedis et des dimanches à arpenter les sentiers, à retourner les pierres, en espérant retrouver l'épée de Guillaume. Je la cherche encore. Je marche un peu sur ma robe. Ah, la recrue. Eh, tiens, tiens-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un gambison. Je viens de le piquer sur un cadavre d'anglois. Ok, ça Méfie-toi marche, de je te le l'odeur. redonne. Bah, pourtant, ça pourrait te servir. Hein. Tu marches sur ta robe, hein. Tu sais que c'est bon signe. Beaucoup de tissu, beaucoup d'argent. En Ariège, le château de Foix surplombe la ville. Au Moyen-Âge, il avait la réputation d'être imprenable et devint le refuge des cathares. Moi, j'utilise l'arbalète en bon mercenaire. Elle est bien travaillée. Hein. Et donc, les femmes dans la noblesse pouvaient chasser avec ce type d'arbalète. Donc, tu vas essayer de l'armer. Alors, pour armer une arbalète, déjà, on va verrouiller la noix et on met le pied à l'étrier. Mettre le pied à l'étrier, ça te parle peut-être. Mais ça vient de ces mercenaires, en fait. Vas-y, n'aie pas peur avec les deux mains. Il faut y aller. Donc, tu vois que c'est assez dur, quand même, déjà. Ouais. Maintenant, je te propose de regagner le 17e, 18e siècle dans la tour ronde. Ça pèse combien? Toujours les bras. Alors, c'est une porte qui est estimée à 400-450 kilos. Et ça se voit. J'ai du muscle. Et par contre, c'est une porte, c'est sans doute la dernière du Moyen-Âge. Donc, on emprisonnait des gens ici au XVIIe siècle. Voilà, à partir du XVIIe siècle, ça a duré plus de 200 ans.
Et souvent, pour des condamnations, on le retrouve dans les archives, ça pouvait être vol de patates chez le voisin, 3 ans de prison ici. J'ai entendu dire qu'il restait des vestiges de cette période. Alors, il reste des vestiges très émouvants, très touchants. Ça va être beaucoup de graffitis. Il y a ce graffiti ici, je pense que tu lis. Nous sommes abandonnés de ici. Tous. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, effectivement. Dans cet état d'enfermement, on a toujours envie de laisser sa trace. Dans le Tarn-et-Garonne, l'abbaye de Moissac est un chef-d'œuvre de l'art roman. Fondée au XIe siècle, elle forme avec son cloître l'un des plus majestueux ensembles architecturaux français. Le plus beau cloître du monde. C'est vrai qu'il est unique au monde. Déjà parce que c'est le plus ancien cloître historié au monde, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires. Tout à fait. Sur ces 76 chapiteaux, qui sont tous différents, on a des passages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des vies de saints, des martyrs, des passages de l'Apocalypse, et même un chapiteau qui raconte l'actualité de la période à laquelle il a été construite, à la fin du XIe siècle. En fait, la sculpture n'est pas là pour juste décorer, mais essentiellement pour transmettre un message. Par exemple, si on regarde ce chapiteau ici, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Tu vois, on a le prophète ici, Daniel, qui est au milieu, et tu vois que ses mains, elles sont démesurées, c'est immense. Dans l'art roman, on se soucie peu de respecter les proportions anatomiques exactes, d'avoir des corps parfaits comme pendant l'Antiquité ou à la Renaissance. Dans l'art roman, ce qui compte, c'est de transmettre un message. Dans le Tarn, la visite de Corte-sur-Ciel est magique. C'est l'une des plus anciennes bastides d'Occitanie. C'est très agréable de se promener dans ce village. Un petit village qui domine la région albigeoise depuis le XIIIe siècle, à 100 mètres d'altitude. Ah, la maison du Grand Veneur. Eh oui, C'est sans doute l'édifice le plus impressionnant de Corte-sur-Ciel. c'est une merveille. Cette maison du Grand Veneur, une merveille d'architecture. Étonnante, à 4 niveaux. Tu as 1, 2, 3, 4 portes au premier étage. 1, 2, 3, 4 fenêtres au deuxième niveau. 1, 2, 3, 4 fenêtres au troisième niveau. Et là-haut, regarde, un groupe 1, 2, 3, 4. Comme si l'architecte avait voulu le maître d'œuvre rythmer avec le nombre 4. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est la frise sculptée. Et en fin de tableau, on a un grand lièvre qui va vers un arbre. Et cet arbre, c'est un palmier, et c'est l'arbre de la connaissance. C'est quand même ce fruit qui était au paradis. Et c'est tout dans l'esprit des sculpteurs, tailleurs de pierre du Moyen-Âge. On a ce qui semblerait une scène de chasse, mais en réalité, derrière, c'est aussi de la philosophie. On fait passer un message. Et ce qui est étonnant, c'est que ce message, il est face à l'Église. Et on a un peu un message qui est la philosophie des parfaits, des bons hommes, qui est la philosophie des cathares de l'époque, quelque part. 2018 fut pour moi l'occasion de découvrir le savoir-faire de ces nombreux artisans qui valorisent leur territoire. À Saint-Guilhem-le-Désert, dans l'Hérault, Jérémy fabrique des guitares à partir de vieilles boîtes métalliques recyclées. Quel type de boîte est-ce que tu utilises? Alors, j'utilise plein de styles de boîtes différents, quoi. Par exemple, une boîte comme ça c'est une vue boîte en métal. Je pense que ça vient pour le biscuit de Pays-Bas, je crois bien. Il a à peu près 60-75 ans. Il y a quand même une histoire dans toute cette boîte. Ils ont vécu, quoi. Ils étaient chez les gens. On est vraiment dans cette vue recherche d'une matière qui a vécu, qui a un son, quoi, qui a un trou, quoi. Alors, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a que 3 cordes. Alors, moi, j'ai grandi à Chicago. Et dans une certaine communauté de Chicago, quand j'étais jeune, j'ai vu le vieux bluesman, jouer ce style d'instrument, en fait. Avec uniquement 3 cordes. Avec uniquement 3 cordes, parce que avec 3 cordes, on peut faire très facilement un accordage blues. On va jouer dans la gamme de sol. Ça
fait voyager loin. Je me sens plus du tout dans la vallée de l'Hérault. C'est génial. Ah, on n'est plus dans la vallée de l'Hérault, on est dans l'Afrique, on est dans l'Amérique, on est dans le Sud, où tu veux la musique instrument monde. C'est ça l'intérêt de ces instruments-là, quoi. On peut vraiment voyager avec, quoi. Dans le Gers, on utilise le pastel, cette plante à fleurs jaunes, pour produire une très belle teinture bleue. Étonnant. Là, tu as mis les feuilles à macérer. Voilà, dans de l'eau. Donc je vais te montrer, tu vas voir. Donc ça a une couleur un peu tisane. Et donc on voit quand même apparaître cette petite pellicule. Sur les bords du verre, on voit déjà le bleu, oui. Tout à fait, qui est vraiment présent. Donc là, ce liquide, on va le mettre ensuite en contact avec l'oxygène de manière permanente pendant 1h30 à 2 heures. Et ensuite, on va laisser complètement reposer. Et le lendemain matin, on va retirer l'eau de la surface et récupérer la pâte qui s'est déposée sur le fond. Et cette pâte est bleue, et je te la montre. C'est vraiment de l'or bleu. Oh, magnifique. Regardez de plus près. Le concentré de teinture est composé de pastel, de fleurs de chaux et de fructose qui réduit l'oxygène. Donc on va mélanger un petit peu. Il n'y a plus qu'à ajouter de l'eau chaude, à mélanger et c'est prêt. Donc on voit bien que là, l'eau n'est pas du tout bleue. Hein. Non. Alors ce que tu peux faire, c'est me passer une écharpe. Donc on teint que des matières naturelles. Ça, c'est une écharpe en voile de coton. Voilà. Donc tu teins de la soie, du coton, du lin, de la laine. Hop. Bon, les premiers bains sont relativement rapides. On laisse quelques minutes le tissu. Bah, elle est jaune là, dès que tu la sors. Dès que je la sors, et on voit à l'œil nu. Elle commence à devenir verte. Voilà. Ah, et c'est au moment où tu les sors que ça devient bleu. Que le bleu apparaît. Voilà. Donc là, on va pouvoir l'étendre pour que l'air circule partout, comme il faut, uniformément. Et c'est dingue, c'est devenu bleu au contact de l'air. Tout à fait. Alors ce qu'on fera après, on va les plonger dans l'eau froide. L'eau froide va enlever toutes les impuretés sur le textile. À l'eau, ça partira du coup, Tout à fait. et ce sera complètement homogène. Voilà. Dans le Tarn, Laura et Mathieu sont souffleurs de verre, un métier d'art qui demande une incroyable précision. Donc là, Laura est en train de préparer un morceau de verre de couleur. Et moi, à côté, je prépare la base de mon verre transparent où on va apporter après notre verre de couleur. Donc pour créer notre décor. Une fois que notre verre est assez chaud, on va commencer à souffler, donc au pouce. Donc je souffle, je bouche avec le pouce et ma bulle, tout doucement, va arriver dans mon verre. Et voilà, on relâche la pression. Et là, on a notre petite bulle de verre à l'intérieur de notre décor. Vas-y. Magnifique. Top. Là, on le voit beaucoup mieux gonfler. Ah, tout de suite, là, ouais. On va jouer avec la force centrifuge, donc ça veut dire que je vais tourner très très vite et le verre va se déployer. C'est le moment le plus délicat. Exactement, et c'est le moment où on peut plus retourner dans le four, donc du coup, faut pas se louper. Droite ou pas? Hop. C'est bon. C'est bon. C'est impressionnant. Et voilà, En 1 heure de travail à peu près. c'est ça. Toute cette année, je me suis régalée en dégustant les nombreuses recettes et spécialités culinaires de la région. Dans le Gers, j'ai goûté à la fameuse galantine préparée par Christine. Incontournable. Il y a les oies qui font beaucoup de bruit. Ouais. En principe, moi j'ai juste un peu peur des oies qu'elles nous attaquent.
Alors, si je suis là, elles t'attaqueront pas, c'est promis. Est-ce que vous avez remarqué quand même mon courage de mes Christine devant moi? Alors toi, tu maîtrises beaucoup de recettes autour du canard. Oui. La galantine, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une sorte de pâté? Oui, c'est un pâté très fin. Et c'est quelque chose que l'on faisait autrefois dans les campagnes pour les grandes occasions. Donc pour 1 kilo de galantine, il faut à peu près 300 g de magret, 300 g de porc, là, et il faut à peu près 300 g de foie. Et là, ce foie gras, je vais le couper en petits morceaux. Voilà. Ok. Et là, on va rajouter un petit peu d'oignon, un œuf. Maintenant, faut touiller. Et faut touiller. Je trouve ça agréable de travailler les produits avec les mains. Pour 1 kilo, moi je mets à peu près 20 g de sel et de poivre. Évidemment, je me doutais bien qu'il manquait un ingrédient. Voilà. On ne met pas beaucoup, mais il faut en mettre un petit peu. C'est prêt, il n'y a plus qu'à le cuire. 1 heure plus tard, la galantine sort du four. Après l'effort, le réconfort. On l'aura bien mérité. Voilà. Donc voilà notre galantine. Donc on peut la couper comme ça. Après. Voilà, il faut la mettre sur le pain. Bon alors, et toi tu t'en es pas lassée j'imagine, t'aimes toujours ça autant qu'avant. Comme ça. Voilà, c'est une très vieille recette que m'a transmise ma grand-mère, ma mère, ma grand-tante. C'est quelque chose qu'on fait chez nous depuis certainement plusieurs générations. Au cœur de la vallée de l'Hérault, à Pézenas, Jean-Marie m'a révélé les secrets de la fabrication des fameux berlingots. Tout ce sucre, c'est le paradis ici. Donc là, Il a déjà séché? il a déjà commencé à refroidir. Donc là, on le rassemble au milieu de la table. On va d'abord mettre le parfum. Alors Émilie, je t'ai réservé un petit jeu. Tu vas me dire ce que c'est le parfum. Par contre, si tu ne reconnais pas le parfum, je te mets dehors et tu fais pas la visite. Aïe, aïe, aïe. Non, là, tu as 2 minutes pour sentir et me faire une proposition. Alors, à vue d'œil, j'aurais dit caramel. Mais attends. Non. Attends. Je sais pas, ça sent bon. Ah oui. Ça sent... C'était la pêche. Oh. Mais oui, la pêche. Donc, après le parfum, on met la couleur. Le colorant orange, c'est un colorant naturel. C'est du concentré de carotte. Et donc, maintenant, Émilie, tu vas essayer de faire exactement comme moi. Les doigts collés. C'est pas gagné. Les doigts collés. Hop. Tu vas me plier le petit bout. On refait? Ouais. Hé, tu apprends vite. C'est bien, ça. Donc, Émilie, maintenant, on va travailler le sucre. Donc, pour le travailler, c'est très simple. C'est la machine qui va tout faire. Allez, je te laisse appuyer sur le bouton marche. Il est où le bouton? C'est le noir? Ouais. Quand le sucre est à bonne température, il change de couleur. Et pour que le processus s'élabore rapidement, il faut le mettre dans une étireuse batteuse. Une machine qui va tirer le sucre et le plier. Donc c'est là où on va en profiter pour découper. Les 2 couleurs de sucre sont ensuite assemblées. Il faut plier le bonbon en 2, le faire rouler et le tour est joué. Magnifique. Ça me fait des bonbons, hein? Raconte-moi un petit peu la légende du berlingot. Je crois que ça date du XVIIe siècle. C'est très vieux. C'est ça, oui. Alors, la légende veut qu'au XVIIe siècle, c'était un Africain qui était de passage à Pézenas. Et pour remercier l'habitant qui l'hébergeait, il lui aurait laissé sa recette de berlingot. Donc, les jours de marché, il se promenait avec son pain de sucre sur l'épaule. Moins gros que ce qu'on a fait, mais c'est un pain de sucre. Et donc, le sucre pendait et il coupait le sucre au fur et à mesure et il donnait aux enfants. C'est pour ça que sur Pézenas, on a un berlingot qui, au départ, qui était très long. Il faisait quasiment 6 cm. Autre gourmandise, le chocolat. L'expert en la matière, c'est Yves Turiès, consacré 2 fois meilleur ouvrier de France. L'occasion de participer au montage d'une magnifique pièce en chocolat. Heureusement, s'il y a un fleur dessous. Donc tu vas en mettre une goutte de chocolat, tu vas appuyer. Vas-y, fais ton arlaise comme ça. Tu te sers uniquement de chocolat. Hein. Voilà, que le chocolat. Je vais mettre un petit coup de froid pour accélérer la prise de chocolat. Lâcher, dessus. Voilà. Est-ce qu'elle tient là? Oui. Oh, et voilà, je savais qu'elle tenait pas. Je l'ai vu partir.
Et toi, tu as livré tous tes secrets à Patrick ou Moi, pas? je n'ai jamais rien caché, au contraire, j'en ai fait des livres, c'était pour le donner, mes techniques. Mais avant moi, j'ai connu des chefs qui planquaient leurs secrets et pour comment ils faisaient ça, il fallait se lever de bonne heure, comme on dit, ou être là après le travail quand il allait faire la petite brique. C'est vrai, parce que tout est quand même aussi combine. Quand les livres de M. Touillet sont sortis, c'était la Bible. Donc c'est là qu'on se ressourçait pour apprendre des nouveautés. Chaque boutique a ses spécialités, mais quand tu avais un livre, c'était un peu la Bible. Tu apprenais de toi-même et après tu osais le faire dans ta boutique, donc c'était bien. Oui, il m'a même dit que l'élève avait quasiment dépassé le maître. C'est le maître qui le dit. Pour l'instant, le maître est encore là et on en apprend tous les jours. Cette émission Best of est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à revoir toutes ces séquences. Je vous invite à revoir les émissions au Sud sur le site internet de France 3, rubrique émissions au Sud. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve à la rentrée pour une toute nouvelle émission au Sud.